Bonsoir, toi. Merci de me regarder. Ce soir, je reçois... Il y a un seul téléspectateur? Oui. Ah oui, ah, c'est pour ça. Oui, Ok. c'est intime. Oh bah, pardon. On recommence. Ce soir, je reçois... Antoine de Caunes. Bonjour, son toi. livre intitulé L'île déserte. Ah, ça va être comme ça toute la conversation aux éditions d'Argo. Voilà, c'est beau. Antoine de Caunes, bonsoir. Vous êtes journaliste, animateur, cinéaste, écrivain. Vous avez réalisé Monsieur N en 2003, par exemple, au cinéma. Vous êtes aussi le fondateur du magazine Vieux. Et vous répétez souvent dans ce livre, Île déserte, que vous avez 71 ans, donc je suis désolé de vous le rappeler. Mais je les ai, quoi. Voilà, ben c'est comme ça. C'est un fait, c'est pas une opinion. Non, non, c'est beau. Vous êtes l'auteur du dictionnaire amoureux du rock en 2010, d'un livre de souvenirs qui s'appelait Perso en 2021, et de 2 romans policiers, C'est bon mais c'est chaud, 1990, Exact. et C'est beau mais c'est triste, Oui. 1999. Ça devait être une trilogie au départ. Je voulais faire le 3e. Et Il devait troisième, le titre aurait été C'est bien mais sans plus. Mais en fait, j'ai pas eu le courage, quoi. Ce genre d'entreprise. Oui, oui. Et c'était d'ailleurs dans un style de parodie de roman policier. Hard-boiled. Exactement, un peu à la manière de votre grand ami San Antonio, Ouais. Frédéric Dard. Alors, moi, je me souviens quand j'étais adolescent, je lisais énormément San Antonio. Vous étiez cité régulièrement, même il y a certains, il me semble que certains vous sont dédiés. Oui. J'en ai 2. 2 qui sont dédiés à votre personne. Alors, comment vous l'avez rencontré Alors, c'était un ami de la famille, Frédéric Dard. C'était un ami de mon père. Dard imaginait que mon père était San Antonio. Ah oui. Il se figurait San Antonio sous les traits de mon père dans les années 60, au point qu'il y avait eu un projet d'adaptation cinéma de San Antonio chez les Mac, qui heureusement n'a pas vu le jour, parce que mon père était un très mauvais acteur, encore plus mauvais que moi. Mais après, quand moi j'ai connu Frédéric un peu plus tard, un jour à l'occasion d'une interview, on a fait connaissance, on s'est littéralement tombé dans les bras, quoi. Oui, On oui. s'est plus jamais quitté après. C'est fou, il était vrai, il vous aimait beaucoup. Alors, vous êtes le fils de Georges de Caunes, grand reporter, ancien résistant, présentateur de journaux télévisés, aventurier. Il a fait des voyages en Amazonie, au pôle Nord avec Paul-Émile Victor. Et puis, en 62, il s'installe sur une île déserte, des Marquises, qui s'appelle Eiao. Il n'y a pas de consonne. Eyao. Non. Eiao. Il n'y a pas de consonne dans Que de la voyelle. le nom de cette Ouais. île. Il n'y a pas de U, mais Voilà. sinon c'est que de la voyelle. L'idée était d'être dans une solitude absolue pendant 1 an sur cette île. Qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi il se lance dans ce projet? Alors l'idée, c'était, je pense que c'était un fantasme qui remontait à très très loin, à sa petite enfance, parce qu'il avait, dans ses livres de chevet, il y avait Robinson Crusoe, et il était fasciné par l'histoire de Robinson. Et en fait, ce qui le fascinait, parce que Robinson, c'est une histoire véritable, hein, dans la réalité. C'est un type qui s'appelait Kirk, qui était un marin qui avait fait naufrage au large des côtes chiliennes, qui s'était retrouvé sur une île, mais alors pas du tout celle qu'a découverte mon père bien des années plus tard, une autre île un peu tropicale, avec le lagon, des arbres avec des fruits qui pendent, un peu de gibier, de l'eau claire, enfin un endroit vivable, même si les cannibales venaient faire des petites razzias de temps en temps. Et je pense que ça l'avait toujours hanté, cette histoire de Robinson, et qu'un jour il s'est dit, je vais le faire, je vais être moi aussi un naufragé volontaire, puisque je décide de l'être, et je vais voir comment un homme civilisé peut survivre dans le dénuement le plus complet sur une île qu'il espérait hospitalière, mais qui s'est révélée totalement inhospitalière. Voilà. Et donc, vous avez eu envie de raconter cette expérience. Il est lourd, hein? Dans cette BD très lourde, mais en même temps aérienne et colorée, par Xavier Coste, puisque c'est le dessinateur que vous avez choisi. Alors, pourquoi vous avez choisi Xavier Coste? Alors, Xavier Coste, moi, je l'avais rencontré à l'époque, il avait fait l'adaptation du 1984 d'Orwell, que j'avais trouvé absolument remarquable. Oui, mais ça n'a strictement rien à voir avec une déserte. Strictement rien à voir, strictement rien à voir. Et alors, ce qui était marrant avec Xavier, qui est quand même un drôle de zigoto, il avait enchaîné avec 1985. Oui. De son propre chef. Hein. Orwell n'avait rien demandé, mais il avait fait une suite à 84 qui était elle aussi excellente, mais surtout, il avait fait, bien des années plus tôt, un autre livre qui s'appelait L'Enfant et la rivière, une adaptation d'un texte d'Henri Bosco.
et dans lequel il représentait la nature d'une manière tout à fait extraordinaire à mes yeux, lumineuse, élégiaque, vraiment un endroit dans lequel... bon. Et cette nature-là, sa manière de représenter la nature m'avait totalement emballé. Et évidemment, c'est son nom qui est arrivé en tête de liste quand il s'agit de choisir un dessinateur. Voilà. Et c'est vrai que c'est plus d'ailleurs de la peinture que de la BD. Hein. Il y a des... Oui, c'est pas de la BD au sens littéral du terme. La BD, c'est avec les petites cases, hein, les strips, les bulles et compagnie. Là, on est dans ce qu'on appelle toujours un peu pompeusement, le roman graphique. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a du texte et il y a beaucoup d'images. Mais... ce qui est fort, c'est d'arriver à représenter la beauté de la nature et en même temps d'en faire un cauchemar, parce que c'est ça qu'a vécu Georges de Cônes. Et c'était le contraire du paradis. C'est-à-dire qu'en fait, cette île sur laquelle il s'est retrouvé, il a essayé d'avoir l'île qui s'approchait au plus de celle de Robinson, donc la fameuse île tropicale. Les palmiers, la plage. Et toutes les îles désertes ont des propriétaires. Et on ne peut pas s'y installer, on peut y faire escale, mais on ne peut pas s'installer une année sans avoir l'accord du propriétaire. Et les propriétaires des fameuses îles, dont un certain monsieur Robinson, histoire ironique, évidemment, voyant débarquer la radio française, etc., demandait des baux absolument intouchables. Et finalement, comme il ne trouvait pas d'île, c'est la Marine nationale, l'État français, qui lui a proposé cette île, Yao, qui avait servi de bagne aux Français au 19e siècle. Qu'ils avaient abandonné assez vite d'ailleurs, parce que tellement c'était invivable. Ouais, c'était encore pire que Cayenne, quoi, juste pour dire, en laissant des moutons. Et des moutons qui avaient proliféré et ravagé l'île, c'est-à-dire bouffé absolument toute la végétation. Donc c'était une espèce de roc avec des moutons, revenus à l'état sauvage, des cochons sauvages. Et dans l'eau, il y a des requins. Des requins dans l'eau, une mer limoneuse, boueuse, avec des poissons qu'il ne faut pas toucher parce qu'il y en a des empoisonnés, mais il ne sait pas les reconnaître. Voilà. C'est un homme civilisé. Hein. Beaucoup de moustiques. Beaucoup de moustiques, des nonos, ce qu'on appelle des nonos, c'est un peu l'équivalent des widgies en Écosse, ils se déplacent comme ça en essaim, ils sont microscopiques et ils viennent et ils bouffent littéralement. C'est pas seulement ils piquent, mais ils bouffent. Ouais. Donc son projet, c'était de partir 1 an et de raconter son expérience à la radio sur France Inter tous les soirs. Et il a tenu 4 mois. Il a tenu 4 mois, c'est-à-dire qu'au bout de 4 mois, il pouvait émettre mais pas recevoir. C'était ça aussi la condition de l'expédition. Donc il se connectait quelques minutes tous les soirs à l'antenne pour juste régler les niveaux en fonction des conditions météo. Ça changeait beaucoup. Et puis il parlait pendant 5 minutes. Et après il coupait et il n'y avait plus de contact avec la Terre. Mais au bout de quelques mois, d'abord ils se sont rendus compte qu'en dépit de ce qu'il disait, parce qu'il disait que c'était dur, mais il essayait de minimiser quand même, parce qu'il se considérait comme en mission sur cette île. Et sa mission, c'était de tenir 1 an pour remplir son contrat vis-à-vis de ses auditeurs. C'était très noble, hein, il avait une idée très intègre du journalisme, qu'on aimerait voir plus répandu aujourd'hui. Et donc, il a dit, je tiendrai. Et puis, jusqu'au jour où ils se sont rendus compte que il allait vraiment pas bien du tout, quoi. Il y avait rien à manger sur l'île. Il avait les moutons, quand même. Il avait des moutons, donc, qu'il tuait, dont il bouffait le foie avant que la viande ne s'abîme, parce qu'il faisait 40 degrés, quand même. Et il essayait de me prendre... Vous ne pouvez pas faire un feu et faire griller? Si, mais il faut s'être entraîné avant. Pour savoir faire ça. Lui, vraiment, comme le postulat, c'était l'homme civilisé qui fait naufrage. Il n'avait pas fait l'atelier macramé ou non. Donc, c'est même pas dépecer un mouton, quoi. C'est un homme assez mythique, hein, Georges de Cônes. Moi, je me souviens de le voir à la télé quand j'étais petit. Il fait partie un peu des fondateurs de la télévision française. Oui, les fameux pionniers. Voilà. Ouais. Et c'est assez intéressant parce que vous mettez aussi, vous, en scène, un petit garçon de 8 ans. Le père dit, je vais m'en aller pendant 1 an, salut, t'auras aucune nouvelle. Est-ce que vous diriez que c'était un peu la caricature du boomer, un peu comme mon père à moi, c'est-à-dire incapable d'exprimer son affection Alors les boomers, c'est plus nous, Frédéric. Et les boomers, c'est l'après-guerre. En fait, c'est le boom économique. Lui, c'était... Il est né en quelle année?
Il était né en 1919. Ah oui, Il a 20 ans quand la guerre éclate, en 1939. Oui. Il a perdu son père 3 ans plus tôt et il a eu une enfance un peu difficile chez des jésuites. Alors ça, c'est le point commun. Rigoureux, ouais, à Toulouse, au fameux Caouzou. Donc, il a eu une enfance un peu perturbée, il a perdu son père et la guerre éclate et il perd sa jeunesse à faire la guerre. Donc, quand tout ça se termine, comme toute cette génération d'hommes, d'abord, ils ne veulent pas revenir sur le passé. Vraiment, il leur fallait tourner la page. Il n'a jamais parlé du pensionnat? Non, très peu. Très peu. Maintenant, tout sort. Ouais, tout sort, mais... Vous pensez qu'il a été victime? Non, ça, je pense pas. Je pense pas. Mais c'était quand même des endroits où il y avait de la violence physique. Il y avait de la violence, oui. Il parlait de ça comme d'une prison. Oui. C'était clair. Donc, je pense qu'il y a eu un phénomène de compensation après, une fois que la vie a repris son cours normal. Et il a eu un besoin à la fois de vivre, de survivre, d'une certaine manière, et en même temps de faire l'impasse sur toute cette première période de sa vie qui n'avait pas été heureuse. Donc, comme c'est peut-être la quête d'aventure aussi. Et la quête d'aventure, on a été en prison tôt, on a envie de vivre de camp. Bien sûr. C'est pas très compatible avec la vie de famille. Tout ça mis ensemble, et puis cette culture de l'époque, des pères de cette époque, qui étaient des pères taiseux, quoi, pour qui il y avait les enfants d'un côté, les parents de l'autre, et puis une autorité qui s'exerçait de manière très verticale. Vous dites qu'il était de la génération Never Explain, Never Complain. Oui, absolument. Ça, on connaît. J'ai le même à la maison, oui, j'avais le même. C'est intéressant, comme les pères reviennent sur la table. Parce qu'on parle de... Je fais de votre livre, moi je fais ma BD. Mais je pense que c'est logique, parce que on questionne le patriarcat, et donc il faut qu'on écrive des centaines et des centaines de livres sur nos pères, pour comprendre ce que c'était que ce patriarcat. Et puis pour se comprendre aussi nous, pour essayer d'éclairer certaines zones d'ombre, quoi. Mais justement, vous avez fait le même métier que lui. C'est pas un peu étrange? Alors que vous vouliez être différent de lui, vous vouliez pas être un... Enfin, vous êtes probablement un père beaucoup plus présent avec vos enfants, mais vous avez fait le même boulot que lui. J'ai fait, alors on va toujours dire que c'est des concours de circonstances, parce que je me destinais pas du tout à ça, et j'y suis venu par la bande, et puis j'y suis venu en fait c'est la musique qui m'a amené à la télévision, et non pas la télévision qui m'a amené à la musique. Et puis après, j'y suis resté parce que j'ai fait des rencontres et que voilà, la vie est ainsi faite. On ne sait jamais exactement. C'est plus profond que ça, parce que vous aviez la même insolence, le même goût pour une forme d'ironie, de désobéissance, de liberté à la télévision qui n'était pas très marrante quand vous y êtes arrivé. Hein. Vous avez commencé avec Chorus sur Antenne 2 en 78. Moi, je suis dans la toute fin de la première période de la télévision, c'est-à-dire après, avec l'arrivée de Mitterrand et la nomination d'un des groupes à la tête d'Antenne 2 à l'époque, ça change tout, quoi. Parce que d'un seul coup, sauf au tout début de la télévision, quand ils étaient avec toutes les bandes des Dumayet, des Salbert, des groupes, des Sabag et compagnie, enfin, les premiers, ce qu'on a appelé les pionniers de la télé, où ils inventaient tout, ils mettaient en place la grammaire, littéralement. Après, à la télé, c'est formaté, c'est normalisé. Elle était vraiment sous l'emprise du politique à l'époque de De Gaulle, très nettement, et de Perfit. Et puis Mitterrand arrive au pouvoir, et là, ça change. La donne change. Les enfants du rock, c'est quelle année? C'est 82, 85, Et là, vous commencez, donc il y a Rapido, Nulle part ailleurs. Ouais, il y a une première émission qui s'appelait Chorus, qui était une petite émission dans un coin qui passait j'étais spectateur, j'adorais. Le concert de Randy Newman au Théâtre de l'Empire, c'est un moment culte de la télé. Et voilà, c'était entre Présence du Seigneur et Jacques Martin, donc il fallait pas rater la fête. Mais c'était quand même extraordinaire d'avoir des concerts de rock à la télévision. Il n'y en avait pas, quoi. Ça existait pas. Il n'y en avait simplement pas. Donc pour moi, c'était presque de l'ordre de la mission de donner la place qu'elle méritait à cette musique à l'antenne. Et donc, vous vouliez pas lui ressembler à Georges Decaune, et en même temps, c'est le même métier. Je continue de vous emmerder avec cette question. Ouais, mais j'ai pas l'impression de faire le même métier exactement. C'est-à-dire, disons qu'on fait tous les deux des métiers de communication et qu'on est tous les deux des prescripteurs. Mon père était journaliste à l'ancienne, c'est-à-dire vraiment école Albert Londres, aller porter le fer dans la plaie et aller voir le monde, et au lieu de rester enfermé dans un bureau assis derrière un fauteuil, aller à la rencontre du monde pour en rendre compte. Moi, j'étais plus je parlais de mission avec le rock, mais c'était ça. J'avais une raison d'être de ma présence là. C'était
servir de transmetteur entre une culture qui me semblait fondamentale, super importante, avec toute cette pop culture de l'après-guerre, et puis l'époque. Et après, c'est par des chemins de traverse, et c'est en croisant des Gildas, des gens comme ça, que je me suis retrouvé à nouveau dans la peau d'un journaliste. Mais c'est quand même très différent de ce que faisait mon père. Alors, ma théorie psychanalytique qui vaut ce qu'elle vaut. Je m'allonge ou pas? Oui, si vous voulez. Quand il est parti en 62 sur cette île déserte, ça a été très violent pour vous. Vous avez ressenti ça comme un abandon. Et que, du coup, vous êtes devenu plus célèbre que lui pour vous venger. C'était ça, votre vengeance? C'est ma vengeance, parce que la vengeance, c'est un ressort tellement important, la vengeance. Non, je pense pas. J'avais pas de raison de me venger de mon père. En fait, ce qui était très ambivalent, parce que c'était quelqu'un que j'admirais. Vous connaissez ça aussi. Je l'admirais profondément parce que même si j'avais souffert d'avoir un père absent, d'avoir un père qui s'occupait pas assez de moi ou qui était trop loin ou trop taiseux quand il était là, en même temps je l'admirais pour ce qu'il faisait, pour sa manière d'être en phase, en adéquation entre sa pensée et ses actes. Oui. Et puis c'était un père aventurier, c'était génial. Moi, mes copains à l'école, leurs parents ils étaient garagistes, dentistes, apothicaires. Moi, mon père, il était sur une île déserte au bout du monde, en train d'essayer de survivre. Donc c'était, voilà, j'étais vraiment très partagé entre. Mais moi, j'ai senti que dans le livre, ce qui était intéressant, c'est votre regard aussi d'aujourd'hui, parce que vous avez aujourd'hui 30 ans de plus que lui quand il a foutu le camp, et vous le regardez pour le comprendre. Ouais. Vous n'êtes pas en train d'essayer de le juger. Surtout pas un règlement de compte. Vous faites connaissance avec lui, et notamment en lisant son journal intime sur l'île, parce qu'il a tenu un journal. Alors c'est le fameux journal intime qui a servi de clé. Parce que évidemment je connaissais la version officielle de l'île, je savais ce qu'il en avait raconté dans ses comptes rendus radiophoniques, puisque je les écoutais moi à l'époque, mais j'avais pas l'autre version. Là on voit le fameux carnet tenu par Georges de Caunes sur son île. Absolument illisible, hein. Écriture de médecin un peu neurasthénique. Mais donc, quand je découvre ce carnet, et grâce à ce projet de bande dessinée, je fais transcrire ce qu'il y a dans le carnet, que je n'avais jamais lu. J'avais renoncé parce que c'était trop illisible, et puis en me disant, je verrai ça plus tard. Et donc là, d'un seul coup, j'ai découvert tout ce pan d'histoire. Et en fait, un journal intime, donc, dans lequel, par définition, il se confie davantage que ce qu'il raconte à l'extérieur. Et là où il fait part de ses inquiétudes, de ses tourments, de la raison qui l'a poussé à tenter un truc aussi. C'est très beau parce que, par exemple, il y a l'épisode de l'anniversaire. Votre père ne vous a pas souhaité votre anniversaire puisqu'il était aux îles Marquises et vous écoutez la radio, vous attendez qu'il vous souhaite votre anniversaire, il le fait pas, donc vous êtes très triste. Et quand vous lisez aujourd'hui, 30 ans après le journal, vous voyez qu'il mentionne votre anniversaire, il dit c'est son anniversaire ce soir, etc. Mais ça, je trouve que c'est un moment très beau du livre. Parce que c'était très clivé. Quand il était dans son rôle de journaliste à rendre compte de ce qui s'était passé pendant la journée sur l'île, il parlait de son métier, il parlait de la raison pour laquelle il était là. Et il n'avait pas parlé de ses proches, de sa famille, de sa vie privée. Et pour lui, c'était vraiment Donc, évidemment, quand je l'entends, moi, à la radio, et que le 1er décembre, il ne me souhaite pas mon anniversaire, je suis effondré, littéralement. Mais 60 ans après, en lisant le fameux journal intime, je me rends compte qu'évidemment, il n'a pas oublié, que même il pense très très fort à moi, quoi. C'est beau, ça. Et est-ce que vous auriez aimé vivre une aventure de ce genre, ou c'est jamais un truc que vous auriez... Non, parce que j'ai pas ce tempérament, moi, j'ai pas... Parce que vous avez fait des émissions de reportage sur le terrain. Ah oui, non, mais je me suis baladé partout. Vous êtes allé au Pays Basque, c'est Pays Basque. Péril de votre vie. C'est un endroit très dangereux, exotique. On fait le tour de la France avec la Gaule d'Antoine, on est allé dans à peu près partout sur Terre, faire des docs sur des grandes villes, ou même à l'époque du rock, j'allais sans arrêt en Australie. Mais je me déplaçais toujours avec un but très précis et pour rencontrer des gens, pas au contraire les fuir, et m'isoler. C'est ça la grande différence, quoi. Ce que j'ai trouvé, je me suis dit, c'est marrant, en fait, peut-être que Georges de Caunes a inventé Koh-Lanta.
Oui, Parce mais que alors... ce truc, c'est un ancêtre de Koh-Lanta. Oui, mais sans compétition Voilà, idiote. tout seul. Avec, on n'est pas là pour savoir éliminer des lequel est la adversaires. plus grosse. Non, on n'est pas là non plus pour faire un concours. On est là pour une expérience humaine. Oui, Et pour, vraiment, quand je reviens à ça, c'était cet homme civilisé qui, du jour au lendemain, se retrouve sans rien. La perte totale. Comment on survit à ça? Mais je me dis aussi, il y a une explication aussi par rapport à la guerre et le délire du naufragé volontaire. Ça a l'air d'un caprice d'enfant gâté. En fait, c'est la peur, le froid, l'inconfort, la faim. Tout ça, ce qu'il avait peut-être connu pendant la guerre. Il voulait peut-être revivre inconsciemment ou affronter ce qu'il avait déjà connu. Oui, et puis plus simplement, pour en revenir à Robinson, c'était ce fantasme de la solitude absolue, parce qu'il y a évidemment l'homme civilisé qui perd tout, qui abandonne tout, mais puis il y a cette solitude à laquelle il se retrouve confronté. Alors, solitude avec un chien. Le chien a un rôle très important dans Robinson Crusoe aussi, il y a un chien. Bien sûr, il y a toujours un chien. Et le chien est le confident. Il remplace le fils, en fait. Ouais. Mais est-ce que, quand on lit beaucoup de ces hommes-là, bon, votre père est un peu plus vieux que le mien, mais que c'était des égoïstes. Est-ce que c'était pas plutôt des survivalistes? Oui, c'est pas incompatible. Hein. On peut être les deux. Mais je sais pas s'il était survivaliste. Il aimait bien les aventures extrêmes. Les premières expéditions polaires au Groenland avec Paul-Émile Victor, c'était déjà un truc très dangereux, quoi. Il y a une partie de l'équipe qui est restée bloquée dans les crevasses. Enfin, c'était pas une promenade de santé. L'Amazonie, après, quand il a traversé l'Amazonie en 56 à la recherche du fils d'un explorateur qui avait disparu, Edgar Moffret, passe 6 mois à traverser l'Amazonie dans les pirogues, enfin dans des conditions dangereuses aussi, là. Donc il y avait, il y avait un besoin sans doute, mais je pense que ça, alors si on fait de la psychanalyse de bazar, c'est ça, c'est les hommes qui ont survécu à les hommes qui ont survécu à ce cataclysme qui a été la Seconde Guerre mondiale, qui étaient des survivants, d'une certaine manière. Ils avaient perdu plein de potes à eux, et il y avait, je pense, je sais pas si c'est de la culpabilité, mais de se sentir vivant comme ça, ils avaient besoin de se le confirmer. Voilà, se le confirmer. On peut aussi y voir une utopie politique, c'est-à-dire anticonsumériste. C'est très en avance parce que ça se passe en 62, mais 6 ans après, il y a mai 68. Et au fond, le type qui dit « Moi, j'en ai marre de ma vie de bureau, de mettre mon costume et d'aller à la télé tous les jours. Je veux foutre le camp dans la nature, vraiment revenir à la nature. » C'est un fantasme écolo. C'est un fantasme très écolo et il y a une dimension très écologiste dans sa démarche parce que il est parti avec des graines. Il s'était imaginé qu'avec un peu de gravier et un peu d'eau et des graines... Il a réussi à faire pousser une laitue quand même. Une laitue en 4 mois. C'était de l'ordre du miracle qu'elle apparaisse cette laitue. Mais voilà, il partait avec l'intention que son passage sur l'île, que la trace qu'il allait laisser de son passage sur l'île aurait fait du bien à l'île. Il aurait planté quelque chose, il resterait quelque chose. C'est cool, c'est très baba en fait. Oui, ça c'est baba. Alors c'est le seul côté baba de mon père. Alors, on va jouer au jeu de devine tes citations. Antoine, je vous lis des phrases de vous tirées de toute votre œuvre et vous devez me dire dans quel livre vous avez écrit cette phrase. Attention, ça commence. J'ai rencontré Sam Murchison facile. Dans un bar new-yorkais à la fin des années 70 par le plus grand des hasards. C'est bon, mais c'est chaud. Première phrase de votre premier roman, C'est bon mais c'est chaud, publié au Fleuve Noir en 1990. Alors, d'où venait ce désir de pasticher Raymond Chandler, quoi? Alors c'était Chandler ou Mickey Spillane ou des auteurs comme ça. Plus du second rayon. De la série B, parce que j'adorais moi le concentré de stéréotypes qu'il y avait dans un seul personnage. Donc évidemment le héros de Hard Boiled, il est détective privé, c'est un survivant d'une guerre. Il est alcoolique. Vietnam, alcoolique sans le dire, il a une descente phénoménale. Il allume clope sur clope. Évidemment, il est invincible. Obsédé sexuel. Disons qu'il est pas farouche, oui. Il est persuadé de tomber toutes les pépées, comme il dit, qui croisent. Et puis comme San Antonio, hein. Vous avez été très influencé par. Oui, évidemment. Moi, j'ai grandi avec San Antonio. Je dis toujours de San Antonio qui m'a appris à lire et à rire en même temps. Ce qui est très déterminant pour un jeune lecteur. C'est quelque chose qui est dans toute votre
parcours, toute votre trajectoire, c'est jamais se prendre au sérieux. Non. Faire les choses hyper pro, hyper sérieusement, mais c'est jamais en pensant que... Héritage paternel. Voilà. Et maternel. Oui. Ouais. Le refus de l'esprit de sérieux. Oui, parce que alors vous êtes le fils aussi d'une star. Ah bah, j'ai une mère aussi, oui, bien sûr. Je sais pas quoi. Voilà. Le père et le Saint-Esprit. Non, j'ai une mère qui est là. Mère qui est Jacqueline Joubert, Ouais. qui était aussi qui avait aussi cette anticonformisme. Ah, total, ouais. Et qui était une femme merveilleuse, une mère solaire, comme j'en souhaite à tous. Et donc vous allez bientôt écrire un tome 2 sur elle. Peut-être pourquoi pas. Peut-être pourquoi pas. Peut-être pourquoi Et voilà pas. une information importante. Peut-être pourquoi pas, parce que ma mère, elle avait... Qu'est-ce qu'elle a fait comme aventure elle Alors, son aventure, sa grande aventure, c'est qu'elle était comédienne au départ et qu'elle est arrivée accidentellement à la télévision en passant le concours, à l'époque où il cherchait des speakerines, mais que son vrai métier, son cœur de métier, c'était la comédie, le jeu, et elle a... Voilà, si je faisais un livre sur elle, ça serait la vie rêvée. Oui. La vie rêvée. Parce que son film de chevet, c'était La vie secrète de Walter Mitty, et qui a inspiré d'ailleurs après le Magnifique de Broca. Avec, Donc elle avait une vie parallèle. Ouais, une vie parallèle, une vie rêvée, et une vie qui était faite de musique, de comédie musicale. Et puis en même temps, c'est une femme qui traverse les années 50-60, alors qu'elle est une pétroleuse féministe comme avant l'heure. Hein. Dans un monde d'hommes compliqué. Bon, et donc, oui, elle mériterait un récit. Très bien. Autre phrase de vous. Chez lui, l'impertinence est la forme la plus aboutie du savoir-vivre. Il ose tout, car il sait que tout lui sera pardonné. Je ne sais pas où j'ai écrit ça. Alors, c'est pas vous, c'est Frédéric Dard sur vous. Oh. Frédéric Dard a écrit la préface à « Vous permettez que je vous appelle Raymond », qui est un recueil des chroniques de Canal+. Et il avait écrit cette préface et il disait, voilà, chez lui, l'impertinence est la forme la plus aboutie du savoir-vivre. C'est quelque chose qu'on aurait peut-être pu dire aussi de Georges de Caunes. Exactement. Ouais. Non, ça se transmet. Voilà, oui. Il y a quelque chose dans l'ADN. Autre phrase. À l'âge de 8 ans, j'ai perdu mon père. Ouais. C'est où? Il déserte. Il déserte, c'est la première phrase, je crois, du livre. Ouais. Mais vous insinuez que vous aviez des relations houleuses avec lui, mais... je l'insinue pas du tout. Comment? Mais vous avez été fâché avec... Oui, on est resté fâché pendant 3-4 ans à un moment, à la fin de l'adolescence, parce qu'on était vraiment sur deux voies. Lui était extrêmement gaulliste intransigeant, et donc quand 68 est arrivé... Vous étiez marxo... J'étais rien du tout, moi j'étais trop jeune, mais j'étais excité par l'idée d'un changement, qu'on bousculait un peu cette société toute terne, celle même qu'il avait fui quelques années plus tôt. Oui, c'est ça qui est paradoxal. Ah oui, on est toujours dans le paradoxe. C'était un conservateur qui était en même temps... Oui, c'est un mélange des deux. Je ne sais pas s'il y a un néologisme qui pourrait résumer ça, mais oui, c'est un mélange des deux. Vous avez claqué la porte, vous avez foutu le camp et tout ça, vous aviez une femme. On est resté brouillé, puis après, évidemment, quand on est brouillé, on se retrouve. Et quand on se retrouve, on se retrouve sur de meilleures bases, sur de bonnes raisons. Mais déjà à l'époque, j'avais eu envie de faire un bouquin avec lui, un livre d'entretien, parce que je trouvais que cette relation père-fils ne touchait pas que nous, qu'elle s'adressait à beaucoup de gens et que beaucoup de gens pourraient y trouver leur compte. Donc j'avais dit qu'on peut faire. Je voudrais que tu me racontes cette vie incroyable que tu as eue, mais je veux pas que tu me racontes ce que tu as fait, tu me racontes pourquoi tu l'as fait, ce qui te poussait à faire ça, ce qui te poussait à déserter, à fuir. On a essayé, puis ça marchait pas. Il était trop journaliste, où, quand, comment, qui, pourquoi, mais jamais le vrai pourquoi. Il a eu du mal peut-être à se confier. Oui. À vous. Oui. D'arriver à parler plus facilement avec des inconnus. Oui, ça c'est comme... Absolument. Alors là, c'est la preuve en est qu'il avait enregistré un disque d'éducation sexuelle intitulé Le mystère de la naissance raconté aux enfants, et que donc il a fait ce disque, ils l'ont pressé, ils l'ont distribué dans toute la France. Mais moi, il m'en a jamais parlé. Oui. Il a fallu que je me tape le disque. En plus, c'est drôle. Autre phrase de vous. Un orage sur New York, c'est comme un bain de napalm sur une jungle. Murchison. Oui, c'est beau, mais c'est triste. 1999, le tome 2. Est-ce que ça, c'est une référence à Apocalypse Now, la fameuse phrase « J'aime l'odeur du napalm ». Oui, bien sûr. On a grandi avec ce nouvel Hollywood, évidemment, avec Coppola, avec Cimino, avec Scorsese, évidemment. C'est influence majeure. Une autre phrase. De midi à 2 heures, je faisais la sieste à cause de la chaleur accablante.
Alors, c'est un piège. C'est dans Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Ah, bravo. Mais lui aussi faisait la sieste. Bien sûr. Pour les mêmes raisons. Oui, oui. Ouais. Et donc ça, c'est Daniel Defoe, 1719. Ouais. C'est une émission culturelle. Hein. Je me rends compte. Je suis influencé. Je me rends compte et je suis très flatté qu'on m'ait invité. Alors attention, une phrase de vous cette fois, mais vraiment difficile. Il s'agit de jouer dans des casinos français une musique douce qui aide à digérer les multiples bulles de champagne. Comme on peut s'en douter, la tournée vira rapidement au délire. C'est vraiment vous qui avez écrit cette phrase. Oui, mais alors je vois pas quelle occasion. Dans le livre sur Magma. Ah bah oui, Magma. Bah ici on est sérieux. Bah oui, C'est l'émission, ça. Magma, 77, Magma, enfin Frédéric. Votre premier livre, c'est une bio du groupe Magma. Oui, absolument. Le groupe, vous étiez fan de Christian Vander. Absolument. Alors expliquez aux jeunes générations qui n'ont aucune idée de quoi nous parlons. Alors Magma est un groupe qui apparaît dans les années 70, à toute fin des années 60, qui est composé par un batteur absolument prodigieux. Moi j'adore la batterie. Donc un batteur mais exceptionnel, comme il y en a un par siècle, et qui est un illuminé, qui organise une musique qui puise ses références aussi bien chez Karl Orff que chez Stravinsky, que chez John Coltrane, que dans une certaine forme de rock, et qui malaxe tout ça, et qui, par-dessus le marché, invente un langage, le cobayen, dans lequel il s'exprime, quelques consonances un peu germaniques. Et ils se produisent sur scène avec cette musique qui est une espèce donc de rock progressif, comme on dit. Ils sont habillés tout en noir avec leurs sigles très impressionnants et ils chantent dans cette langue gutturale. Et moi j'ai un choc esthétique quand je découvre Magma, parce que c'est la mi-temps des années 70. Où le rock français en fait qui est le rock devient à ce moment-là un peu symphonique, un peu chiant, un peu pompeux, justement tout le fameux rock progressif. Et ça en fait c'est le premier groupe punk, Magma, parce qu'il y a une violence dans leur musique, il y a une détermination, quelque chose qui fait peur même dans les concerts, qui est glaçant, alors qui emballe ou qu'on rejette totalement. Je comprends très très bien les deux. Moi, ça m'emballe littéralement, et je suis fasciné par ce personnage. Vous en êtes venu à écrire votre premier livre sur Magma, quoi. C'était. Bah pourquoi pas. Oui. Non mais je sais pas. Il y avait commencé par quelque chose. Une collection de livres et puis. Non. Il y avait. C'était vraiment passionné. C'était Jacques Vassal qui avait une collection chez Rock & Folk de livres, et j'ai proposé Magma. Personne l'avait proposé, ça c'est sûr. Et Magma a été d'ailleurs, dites-vous, plagié par Mike Oldfield après. Ah oui. Ils ont vraiment surtout influencé toute la musique trance, et là dans laquelle il y a plein de gens de la nouvelle génération qui se retrouvent. Donc Magma, c'est à la fois un précurseur, une pierre de Rosette, et vraiment un groupe assez extraordinaire. Je suis allé les revoir l'année dernière parce qu'ils fêtaient le 50e anniversaire de leur morceau, leur pièce maîtresse qui s'appelle Mécanique Destructive Commando, qui est une pièce de 40 minutes qu'ils ont joué en deux versions, une version acoustique et une version avec le grand orchestre, les cuivres et tout. C'était phénoménal. Oui, donc vous êtes fidèle à Magma. Oui, d'accord. J'écoute pas que Magma, mais... On a du mal à voir que vous, qui êtes un ami de Bruce Springsteen, qui est un fanatique de Bruce Springsteen, vous dites sur Bruce Springsteen, cet homme-là est exemplaire, intègre, en ce sens que jamais il ne s'est désintégré. Et quel est le rapport entre Springsteen et l'autre qui est complètement désintégré? Non, c'est pas désintégré. On peut aimer des choses très différentes. Moi, je peux aimer des auteurs très différents, des peintres très différents. Et dans la musique, je peux écouter Mozart et je peux écouter Springsteen. Il y a pas de... En fait, ma question était complètement con. Non, j'essaie juste de vous dire qu'on peut aimer plusieurs choses en même temps. Mais alors, vous n'avez jamais sombré dans le stupre et la luxure? Il n'y a pas eu une... Contrairement à d'autres? À d'autres, oui. Non, je sais pas, parce qu'à un moment, quand vous êtes devenu une star de la télé, vous auriez pu basculer et devenir un peu foufou. Ouais. Et vous avez toujours gardé les pieds sur terre, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Parce que, en fait, d'abord, j'ai jamais vraiment fréquenté les gens de la télévision, moi. Le milieu de la télévision. Ça n'a jamais été trop ma tasse de thé. Ça, dans le milieu du rock, c'est pire. Ah, milieu du rock. Alors là, je dis pas qu'il n'y a pas eu des petits dérapages. Oui. Non, que j'éviterai de vous raconter ici en détail. Mais oui, enfin, on célébrait, quoi. Bon, me voilà rassuré.
Vous avez gardé un mauvais souvenir de Françoise Giroud. J'ai lu ça quelque part. Oui, parce qu'elle Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, parce qu'elle s'était très très mal comportée au lancement de Canal. Elle était dans le camp Fabius, donc opposé au camp Rousselet, et donc elle avait fait des papiers qui, nous, je dis nous, c'est pas un nous royal, c'est nous tous qui vous travaillions à Canal à l'époque, nous semblaient totalement injustes et partiaux. Et donc, mais vraiment elle allait assez loin, quoi. Et donc voilà, c'était devenu une tête de Turc et une personne grata sur la chaîne. Il y en a peu eu, mais elle en faisait partie. Nous passons maintenant à la rubrique les conseils de lecture d'un professionnel. Avisé. Avisé. Et donc, je vous demande un peu une liste de questions sur les livres qui ont compté dans votre vie. D'accord. Je commence par un livre qui donne envie de pleurer. La fin des Mousquetaires. Ah oui? Mais oui. Quoi, 20 ans après? 20 ans après, ouais. La toute fin, quand il y en a 3 qui meurent, quoi. C'est tellement triste. Parfois, je relis juste la fin pour repleurer. La mort de Porthos. Ouais, c'est... Un livre pour arrêter de pleurer. San Antonio. Oui. Voilà. Oui. À San Antonio, il y a pas plus tard que hier soir, j'ai relu Un éléphant ça trompe, qui compte parmi ses meilleurs, ce qui se passe à la fois en Angleterre avec des nazis dedans, donc enfin tout. Et c'est à quelle année? 73, 74. Je pense que c'est la meilleure période, ça. C'est la meilleure période parce qu'en fait, ce qui est marrant avec San Antonio, c'est qu'il a jamais cessé de produire des San Antonio depuis l'après-guerre jusqu'à sa mort en 2000. Donc, il en écrivait 4 par an, un par trimestre, qui à chaque fois étaient des succès colossaux de librairie. Mais sauf que en l'écrivant tout le temps, tous les jours, ça suivait ses variations psychiques. Oui. Et comme c'était un homme à la fois très joyeux et très dépressif, qui a eu quelques drames dans sa vie, l'enlèvement de sa fille, l'enlèvement de sa fille par exemple, et ben San Antonio suivent le cours de ses humeurs. Donc il y en a qui sont joyeux, pétillants, légers, déconnants, puis il y en a d'autres qui sont très sombres, dark, pas drôles du tout, quoi. Et j'aime beaucoup ça, j'aime bien l'ensemble. Mais la meilleure période est probablement 70. Dans les années 70. Années 70. Moi, j'aime beaucoup En avant la Mougique. En avant la Mougique, ouais. Ou Bouge ton pied que je vois la mer. Bouge ton pied que je vois la mer, bien sûr. Baseball à la boule. Ah, baseball à la boule. C'est un classique. Un livre pour s'ennuyer. Alors, il y en a beaucoup. Oui. Je prendrais n'importe quel roman du nouveau roman. Les Rob Grillet, les Claude Simon, tout ça, c'est profondément emmerdant, quoi. C'est vrai qu'ils sont tentés quelque chose. Mais j'ai jamais arrivé à lire jusqu'au bout. Écrire un livre sans histoire ni personnage, c'est compliqué. C'est impossible. C'est compliqué. Un livre pour crâner dans la rue. Les Mémoires de Saint-Simon. Oui. Ouais. Chalumeau, c'est foutu de ma gueule parce qu'il y a très longtemps dans une interview, on me demandait ce que j'étais en train de lire et je disais Saint-Simon parce qu'effectivement j'étais en train de lire Saint-Simon, donc j'admirais le style prodigieux, mais qu'on ne lit jamais vraiment, on en lit des extraits Saint-Simon. Oui. Donc le mec qui se balade avec Saint-Simon sous le bras dans la rue, il se la pète un peu, quoi. Ouais, c'est classe. Un livre qui rend intelligent. Oh, il y en a plein. Tous les grands livres rendent intelligent, en fait. Tous les grands romans. Moi, je suis un fanatique de Robert Louis Stevenson. Voilà. Et il y a un roman, alors, qui est un des moins connus de Stevenson, qui s'appelle Le Maître de Ballantrae, qui est une histoire de règlement de compte entre 2 frères. C'est toujours très, très important, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, les 2 frères. Il y a toujours lui, il y a ça. Et c'est un livre. Alors, je ne sais pas s'il me rend plus intelligent, mais à chaque fois, il me remplit de bonheur. Il me donne un sentiment d'intelligence. Oui. On a l'impression d'être grande intelligence littéraire. Voilà. Un livre pour séduire. Pour séduire. Une époque, c'était évidemment Stendhal. On glissait on glissait un petit rouge et noir, ou alors Un beau ténébreux de Gracq. Ça fait ça. Oui, c'était chaud avec Gracq. Oui, on envoyait des bons signaux quand même. Oui, je suis un intello. Ouais, mais raffiné, subtil, sensuel. Il y a beaucoup de sensualité chez Gracq. Je demande à Daphné Roulier si c'était... Ce qu'elle en pense. Oui. Si c'est comme ça que je l'ai emballé. Oui, voilà. Est-ce que c'est avec Julien Gracq? Un livre que je regrette d'avoir lu. Je ne peux pas dire que c'est de livres que je regrette d'avoir lu parce que, en fait... Antoine, quand vous étiez animateur de télé, vous avez reçu des milliers de brevets des écrivains. Oui, mais des livres qui me tombaient des mains. Le livre que je... des questions polies. Le livre que je regrette d'avoir lu, c'est Bagatelle pour un massacre.
Ah oui. Voilà. Que j'ai lu parce que comme tout le monde, je suis tombé sous le choc Céline quand on lit Le Voyage et Mort à crédit. Et puis il y a Bagatelle, quoi. Ouais. Ce qui est terrible, c'est qu'il y a des bonnes pages dans Bagatelle. Et notamment, il parle de la publicité. C'est un des premiers écrivains qui a critiqué la pub. Ouais, mais le fond est impossible. C'est impossible. C'est une espèce de dégueulis. Un livre que je fais semblant d'avoir fini, c'est la question de Gaël Faye. La recherche du temps perdu. Ah bah comme tout le monde, voilà. Voilà. Parce que moi, lui-même ne l'a pas terminé, puisque c'est posthume à la fin. Mais je ne connais personne qui... enfin, je connais des gens qui se targuent d'avoir lu toute la recherche, mais je mets toujours ça en doute. Parce que... un livre que j'aurais aimé écrire. L'île au trésor. Ah, bah encore Stevenson. Ouais, L'île au trésor, parce que L'île au trésor, d'abord, c'est un de mes premiers livres vraiment déclencheurs, des livres qui m'ont vraiment fait aimer la littérature, et que c'est un récit parfait. C'est un récit parfait, il y a tout ce que j'aime. Il y a de l'aventure, il y a de l'émotion, il y a des personnages extraordinaires, il y a une histoire qui est totalement intemporelle et métaphorique. On n'a pas besoin d'aller sur une île, il n'y a pas besoin d'avoir un trésor. L'histoire de ce jeune Jim Hawkins qui est... Fidélité à votre père une fois de plus. Ben oui, vous voyez. Toujours. On veut être différent, et en fait, on est pareil que son père. On n'est pas pareil, on est autrement, mais il faut garder ce qu'on peut en garder de bien. Le pire livre que vous ayez jamais lu, peut-être encore Bagatelle. Non, alors ça pourrait être un Sulitzer, par exemple, puisqu'on parlait des invités, ce genre de livres, quoi, qui sont des non-livres, en fait. Oui, fabriqués, formatés. Ça ressemble à un livre, ça a le goût du livre, mais c'est pas du livre. Et le livre que vous lisez en ce moment? Alors en ce moment, je lis un livre, je lis deux choses. J'ai découvert que Isaac Asimov, qui est un grand auteur de science-fiction, les robots, est un esprit encyclopédique, c'est un D'Alembert. Hein. Il a fait 2 livres sur Rome, la République romaine et l'Empire romain, qui sont passionnants, que j'ai lus cet été. Et là, je viens de découvrir qu'il a fait la même chose sur les Grecs, sur l'histoire grecque. Donc, étant marié à une grecque, je ne vais pas y couper. D'étudier un peu tout mais le livre que je suis en train de lire, c'est un livre qui s'appelle Le Grand Scandale, qui est la réédition, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, d'un texte des années 70 sur l'histoire du curé d'Uruf, qui avait un fait divers épouvantable, qui avait fait un enfant, une malheureuse, qu'il avait... Enfin bon, un fait divers... Et alors, ce qui est marrant dans le procédé, c'est qu'il raconte l'histoire telle qu'elle se déroule, et sur la page de droite, ce qui se passe dans la tête du curé, du tueur. J'ai trouvé ça hier, c'est un libraire qui me l'a conseillé, donc j'ai attaqué ça. Enfin, je l'ai ouvert hier soir. Ok. Merci beaucoup, Antoine Decaune. Mais de rien. De viser nonchalamment dans un salon tout à fait confortable. D'un restaurant très coté à Paris, dans lequel on nous sert peu. Oui, là, on n'a pas eu grand-chose. Pour se nourrir, non. Nos nourritures ont été intellectuelles, là. Mais ça a été un moment tout à fait chaleureux et agréable. Et je suis un fanatique de Frédéric Dard, moi aussi. Très plaisir d'en parler avec vous et de penser à lui. Donc, je remercie l'équipe du Figaro Télé qui patiemment enregistre. Ils sont où? Il n'y a personne dans la Ils sont cachés. Et puis, oui, je dois dire aussi, cette émission est sponsorisée par ma chemise. Ah, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une nouvelle marque? C'est Figaret. Figaret. Ah, c'est une vieille marque. Voilà, c'est une vieille marque, mais c'est une marque qui se renouvelle et surtout, on leur remercie. On les remercie infiniment. Beaucoup de gratitude. Mais s'ils veulent bien m'envoyer une chemise ou deux. Moi, j'avais des chemises blanches Figaret. Oui, maintenant ils se modernisent, vous voyez. Très beau col. Ils font du col Mao noir. Non, c'est du lin. C'est de la bonne cam. Voilà. Et heureusement, parce que sans eux, finalement... Figaro. Oh, j'y ai pas pensé. Avec BD. Figaro. Bah évidemment. Ça. Bah alors. J'avais pas vu venir le truc. Il faut m'appeler, les gars. Qu'est-ce que vous faites? N'oubliez pas. Lisez des livres, sinon vous mourrez idiot. Et ce serait vraiment dommage. À bientôt.